Bonjour à tous. Très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour vous parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur, la présence des arbres dans les paysages agricoles. Vous parlez des haies agroforestières, donc c'est un sujet que j'étudie depuis maintenant presque 20 ans dans différents travaux de recherche que je mène. Dans mon laboratoire, notamment à l'Université du Québec en Outaouais et à l'ISFOR. Donc, voilà, je remercie l'UCFO de m'avoir invité pour vous parler des haies agroforestières. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de définir un peu ce qu'on entend par les haies. Il existe différents types de haies qu'on peut retrouver dans le paysage agricole. Je pense que la plus connue, bien entendu, c'est les haies brise-vent. Il y en a certains parmi vous qui ont planté des haies agroforestières, des haies brise-vent chez eux. Donc, ces aménagements-là consistent simplement à freiner les vents, à protéger les cultures, les terres agricoles, parfois même aussi les animaux d'élevage, même si on voit de moins en moins d'animaux d'élevage au pâturage. Ensuite, on distingue aussi les haies en bandes riveraines, ou qu'on peut appeler aussi les bandes riveraines agroforestières. Donc, ce sont des haies qui peuvent être plantées ou ça peut être des haies naturelles aussi qu'on va retrouver à l'interface entre la parcelle agricole et des cours d'eau. Et les fonctions principales de ces aménagements-là, c'est de préserver la qualité de l'eau, l'habitat aquatique et riverain, mais aussi limiter l'érosion hydrique des sols vers les cours d'eau et limiter aussi la pollution diffuse d'origine agricole. Les systèmes agroforestiers intercalaires, c'est un système qui est moins répandu dans le paysage dans l'est du Canada, en Ontario, au Québec, par exemple. C'est quoi des systèmes agroforestiers? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une plantation de rangées d'arbres au sein même de la parcelle agricole. Comme on peut le voir sur la photo ici, donc c'est un site expérimental à laquelle j'ai collaboré dans la région du centre du Québec et où on a planté différentes rangées d'arbres espacées aux 40 mètres entre les rangées d'arbres, ce qui permet la culture de maïs, soya, céréales. Donc, on est chez un producteur agricole qui est dans un système de rotation en grande culture, intégrant la culture fourragère aussi. Et sur le rang, les arbres ici qu'on voit, ce sont des peupliers qui sont associés aussi à des feuillus nobles, des noyers noirs, des érables à sucre, différentes espèces de chênes. Donc, ces espèces-là sont espacées aux 5 mètres sur le rang. Donc, les systèmes agroforestiers intercalaires, généralement, on a une fonction de production de bois qui est importante, mais on a des fonctions aussi de protection des sols, amélioration de la biodiversité, un peu les mêmes genres d'objectifs qu'on peut viser avec les haies brise-vent, par exemple. Un petit mot pour regarder un petit peu le portrait de ce qui s'est planté dans l'Est du Canada pour montrer qu'en fait, le taux d'adoption des agroforestières, ça demeure quand même relativement limité. Je vous donne des chiffres à titre d'exemple. Dans l'Atlantique, selon ce qu'on peut lire, on avait planté en 2012 à peu près 2000 km de haies au total. Au Québec, en 2012, on dénombrait environ 10 000 km de haies agroforestières sous la forme principalement de haies brise-vent. Une autre source nous dit qu'entre 2002 et 2014, il s'est planté seulement 2700 km de haies sur les 1 million de terres qui sont en grande culture au Québec. Et ça représente seulement 2,7 mètres linéaires de haies par hectare de terre en grande culture. Donc, ça vous donne une idée.
c'est un aménagement qui demeure quand même relativement marginal, comparativement à ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les prairies canadiennes où on plante des haies depuis les années 30, les années 40. Donc, on dénombre environ 200 000 kilomètres d'aménagement agroforestier sous forme de haies dans les prairies. Il faut dire aussi que la superficie des terres cultivées est beaucoup plus grande dans ce coin-là. En Ontario, par contre, je n'ai pas trouvé de données concernant le nombre de kilomètres qui ont été plantés en Ontario. Donc, on peut dire que le taux d'adoption des haies agroforestières demeure limité et évidemment, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent amener des producteurs agricoles, des cultivateurs à être réfractaires à l'adoption de ces pratiques-là. Quand on regarde la littérature scientifique et quand je parle avec des producteurs agricoles, évidemment, il y a un certain nombre de perceptions négatives à l'égard des haies agroforestières et je vous en liste ici quelques-unes. D'abord, évidemment, un peu comme le montre la caricature ici, il y a toujours cette idée où on se dit, bien, planter des arbres dans le champ, ça va diminuer mes rendements. Est-ce que c'est fondé? On va essayer de démystifier ça plus tard. Ensuite, évidemment, il y a la perte d'espace cultivable. Je plante une haie. Donc, je retire de ma production quelques mètres de largeur qui peuvent être cultivables. Ensuite, il y a l'entretien. On plante dans les champs des arbres et il faut les entretenir, il faut les tailler, il faut les élaguer. Et ça, les agriculteurs n'ont pas toujours nécessairement le temps de faire ça et ça, on comprend bien ça. Donc, ça peut être aussi un frein à l'adoption des haies agroforestières. Ensuite, il y en a qui se disent, bien, est-ce que planter un arbre en milieu ouvert, est-ce que ça pousse bien? Est-ce que c'est une question qui est tout à fait légitime? Est-ce qu'on va pouvoir produire du bois d'œuvre destiné au sciage, au déroulage, par exemple? Donc, ça peut être aussi une perception négative qu'on peut avoir à l'égard de la haie. Ensuite, souvent, les agriculteurs vont me dire « Ouais, mais planter des haies, moi, j'ai un réseau de drainage souterrain, ça a coûté, c'est des investissements importants. Est-ce que c'est compatible avec ce réseau de drainage-là? Est-ce que ça peut l'obstruer? Est-ce que c'est compatible aussi avec la grande mécanisation, l'utilisation des grandes moissonneuses-batteuses, etc.? Donc, ça, c'est souvent aussi des perceptions négatives ou des inconvénients que les agriculteurs peuvent voir avec l'implantation des arbres en milieu agricole. Et évidemment, il y a l'intérêt économique. Souvent, on me dit ben, ça n'a pas, on a peu d'évidence que d'implanter des arbres dans les champs, mais ça a un avantage économique pour le producteur agricole et il y a peu de données probantes à ce sujet-là. Donc, on va essayer au travers de la présentation de démystifier certains mythes qui entourent la plantation des haies et de ces perceptions négatives-là. Évidemment, il y a des motivations, il y a des gens qui veulent planter des haies sur leur terre. Et quand on regarde la littérature, quand on parle avec les agriculteurs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils le font, ceux qui adoptent ces pratiques-là, d'abord et avant tout, c'est pour protéger les sols, surtout dans les grandes zones d'agriculture intensive où il y a des problématiques d'érosion. On veut protéger les cultures aussi. Surtout dans un contexte de changement climatique, on sait qu'il va faire de plus en plus chaud. Les sécheresses, on en voit de plus en plus. De la neige, l'hiver, on en voit moins. Donc, tout ça, c'est des changements climatiques qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les rendements agricoles. Et le fait de planter des haies, bien, ça peut peut-être, on va le voir par différents mécanismes, ça peut peut-être aider les producteurs agricoles, les agroécosystèmes à s'adapter à ces changements-là. Ensuite, une autre motivation qui est souvent soulignée et qui n'est pas négligeable, c'est l'embellissement du paysage. C'est beau de planter des arbres, c'est beau sur nos terres à nous, sur nos fermes, mais à l'échelle du paysage aussi, on vient créer une forme d'embellissement. Je vais aborder tout de suite la question des rendements parce que je sais que c'est excessivement important pour vous, les producteurs agricoles,
qui me disent, vous me dites tout le temps, c'est quoi l'impact de planter des haies dans les champs sur les rendements agricoles? Et donc là, je vous présente ici une revue de littérature qui a été faite récemment par des collègues des États-Unis qui ont recensé plus de 650 années d'études qui ont été réalisées dans les prairies canadiennes, en Australie, en Europe, dans différentes régions tempérées du monde où on a expérimenté les haies brise-vent. Et vous avez dans ce tableau-là toute une série de cultures agricoles où on a mesuré les rendements. Les rendements ont été mesurés où? Donc, je vous présente une photo ici avec une haie brise-vent. Ils ont été mesurés dans la grande zone de protection de la haie, qui s'étale généralement de 10 à 20 H, où H est la hauteur du brise-vent. Donc, si mon brise-vent fait 10 mètres de hauteur, ça veut dire que ma zone de protection est de 100 à 200 mètres de largeur. Donc, vous voyez ici les différents... c'est exprimé en termes d'augmentation de rendement. Et pour toutes les cultures dans le monde, on a observé des augmentations de rendement. Vous voyez que ce soit le maïs, le soya, qui sont des grandes cultures très importantes dans l'Est du Canada, en Ontario notamment, mais pour les céréales aussi. Et pour certaines productions maraîchères, la fraise, framboise, tomate, et les cultures fourragères, on a quand même observé des augmentations de rendement importantes et significatives. L'autre chose qui est important de souligner, c'est que les augmentations de rendement, selon ce qu'on peut lire dans la littérature et selon ce que nous, on a mesuré dans nos travaux de recherche, c'est qu'elles sont accrues, accentuées, lorsqu'on a des années qui sont un peu plus sèches ou un peu plus stressantes pour les cultures. C'est là vraiment qu'on peut avoir des gains de rendement qui sont plus importants. Donc, dans un contexte de changement climatique, je pense que c'est important à souligner. D'autres données aussi, je ne veux pas m'attarder très, très longtemps là-dessus, mais ce sont des données présentées ici dans le tableau, très concrètes, tirées de différentes études réalisées par différents collègues au Québec sur différentes cultures, piments, tomates, fraises, maïs, foin, que ce soit dans des brise-vents artificiels. Des fois, en recherche, on va essayer de recréer l'effet que peut avoir un brise-vent naturel en implantant des structures à base de panneaux de plastique, par exemple, qui sont perforés. Et on a aussi des études où on a vraiment testé l'impact de brise-vent naturel avec des arbres qui sont plantés. Et vous voyez ici, dans la plupart des cas, dépendamment des types de cultures et des études, on a observé aussi au Québec généralement des augmentations importantes des rendements dans les champs qui sont associés avec des haies agroforestières. Donc, je pense que déjà là, je mets la table, mais je veux vous dire, il y en a des données. Et moi, je suis très confiant pour dire que la haie agroforestière, oui, il y a une perte d'espace cultivable, mais elle est nettement compensée par les gains de rendement dans cette grande zone de protection qui est adjacente à la haie brise-vent. C'est quoi les mécanismes qui peuvent expliquer ces gains de rendement-là? Évidemment, c'est très intuitif, mais tout passe par la réduction du vent. Je vous présente ici l'exemple d'un résultat. On me voit ici, je suis dans un champ, dans un système agroforestier intercalaire. On voit une rangée d'arbres ici, on en voit une autre. Je suis en train d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un anémomètre. Donc, c'est l'outil qui est relié à une centrale d'acquisition de données. Et cet outil-là nous permet de mesurer la vitesse du vent à toutes les 15 minutes. Et de cette façon-là, le graphique nous montre quelle a été la vitesse du vent entre le 26 juillet en 2019 jusqu'au 8 septembre en 2019. Et donc, on a la vitesse du vent journalière pendant cette période-là. Et les différentes courbes ici présentent différentes distances par rapport à la rangée d'arbres. On est dans un système agroforestier intercalaire. On est à 4 mètres, 12 mètres, 20 mètres de la rangée d'arbres.
Et on a la courbe en brun ici, qui est le témoin, dans une zone ouverte, sans la présence des arbres. Et rapidement, on voit bien que la vitesse du vent, à différentes distances de la rangée d'arbres, est inférieure à celle qu'on va observer dans le témoin agricole qui est dépourvu d'arbres. J'aurais pu vous montrer un graphique avec une haie en bordure de parcelles agricoles, une haie unique, et on aurait eu un résultat similaire. Donc, vraiment, tout part par la réduction de la vitesse du vent. Ici, j'ai une autre figure où on a une rangée simple d'arbres avec des conifères, des feuillus. On a notre haie brise-vent. Et ce que je veux vous montrer ici, un autre mécanisme qui est important, c'est que généralement, la haie brise-vent, pendant le jour, elle va permettre d'augmenter légèrement la température de l'air. Selon les études, on peut lire des augmentations qui vont varier entre 0,5 et 2 degrés Celsius. Bien entendu, à très près de la rangée d'arbres, on va avoir une légère diminution de la température de l'air qui est causée par l'ombrage des arbres, mais en aval de la rangée d'arbres, donc dans la zone 2,5H en avant, et dans cette grande zone de protection dont je vous ai parlé, qui est située de 10 à 20 fois la hauteur de l'arbre, donc par exemple pour une haie de 10 mètres de haut jusqu'à 200 mètres en aval de la rangée d'arbres, on a ces augmentations de température-là. Et ça peut avoir des implications importantes pour la productivité agricole. L'autre modification microclimatique que va engendrer la haie, c'est le maintien de l'humidité dans l'air. Donc, on sait que les vents, un vent qui va passer dans une zone agricole qui est dépourvue d'arbres, mais le vent il est asséchant, donc il va transporter avec lui l'humidité qu'il y a dans l'air, puis il va assécher notre air. Et la haie brise-vent, donc en freinant le vent, donc elle limite cet effet asséchant-là du vent et elle permet de conserver une plus grande humidité dans l'air. Et comme j'ai une plus grande humidité dans l'air, mais ça fait en sorte que je peux avoir une meilleure conservation de l'eau dans les sols. Donc, je limite l'évaporation de l'eau dans l'air parce que j'ai plus d'humidité dans mon air. Et je limite aussi la transpiration de mes plantes agricoles parce que j'ai plus d'eau dans l'air. Donc, finalement, ma plante agricole est moins stressée. Et au final, j'ai une plus grande efficacité d'utilisation de l'eau par la plante agricole et j'ai une meilleure conservation de l'eau dans ma parcelle agricole. Donc, ça, c'est un autre mécanisme qui est important de souligner et qui va avoir des effets positifs sur mes plantes agricoles et en particulier lors d'épisodes de sécheresse, par exemple. Un autre mécanisme qui peut contribuer à l'amélioration de la productivité agricole dans des champs qui sont protégés par des haies, c'est le fait que la haie va limiter l'action abrasive que peuvent avoir les particules de sol qui sont emportées par le vent. Donc, les arbres dans le champ agricole peuvent intercepter une partie de ces particules-là, puis en limitant la dispersion des particules par le vent grâce à la haie, on limite, si on veut, le pouvoir abrasif de ces particules-là sur les tissus des plantes agricoles. Comme on peut le voir, par exemple, sur cette photo-là, ici, où on a une feuille de maïs qui a subi beaucoup d'effets d'abrasion par les particules de sol. Donc, ça, évidemment, ça peut avoir des impacts sur la photosynthèse et limiter la productivité agricole. L'autre élément qui est important de souligner aussi, c'est que ce pouvoir abrasif-là des particules en suspension dans l'air, mais ça peut nuire aussi à la qualité de certaines productions. Quand on est en production maraîchère, on le sait, la qualité des fruits et des légumes est très importante. Et le fait d'implanter des haies agroforestières, donc ça peut permettre de limiter ces effets négatifs-là sur la qualité de la production agricole. Un autre phénomène qu'on peut voir dans les champs sous l'effet du vent, c'est la verse qu'on va voir beaucoup dans les productions céréalières. Donc, évidemment, le fait d'implanter des haies dans les champs, ça va limiter l'action du vent, donc moins d'impact négatif
sur l'averse. Donc, encore là, ça peut avoir un impact positif sur les rendements et la qualité des productions. Ensuite, si on parle d'un effet positif sur la maturité des productions, donc le fait qu'on ait une température un petit peu plus élevée dans la zone de protection de la haie pendant le jour, mais ça, c'est souvent associé à une augmentation des degrés jours de croissance, ce qui peut permettre une germination plus hâtive des semis, puis une maturité plus précoce de certaines cultures. Puis ça peut amener des avantages. On peut parler d'une vente de primeur pour les maraîchers, d'une augmentation du nombre de récoltes pour certaines cultures à croissance rapide, comme la laitue, par exemple. Et aussi, la hausse des températures, bien, ça peut être associé à un meilleur remplissage des grains dans la production de certaines céréales, comme l'ont mesuré certains chercheurs. Un autre avantage qui est important, surtout dans un contexte d'agriculture nordique, comme celle qu'on voit, par exemple, dans le nord de l'Ontario, au Québec, on sait la neige, c'est quand même un déterminant important dans la culture fourragère. Ça joue un rôle dans la protection de la luzerne, des luzernières, par exemple, contre le gel. Et on sait, avec les changements climatiques, que ça va être de plus en plus difficile de maintenir notre neige pendant l'hiver parce qu'il va faire plus chaud, parce qu'on va avoir plus de précipitations sous forme de pluie. Et donc, ça, c'est bien documenté aussi. Le fait d'implanter de façon judicieuse une haie brise-vent avec une bonne porosité recherchée, on peut avoir une meilleure distribution de la neige puis une meilleure conservation de la neige dans nos champs, ce qui va permettre de protéger certaines cultures fourragères comme la luzerne qui est vulnérable au gel, par exemple. Et donc, au Québec, certains collègues ont observé des augmentations très importantes de rendement de la luzerne dans des champs qui étaient associés à des haies, et on attribue ça à une plus grande conservation du couvert neigeux pendant l'hiver. Un autre avantage aussi des haies, c'est cette idée qu'ils peuvent permettre d'attirer un plus grand nombre d'insectes qui peuvent être des prédateurs, des ravageurs des cultures. Les insectes volants, qu'ils soient ravageurs, prédateurs ou parasitoïdes, on sait, ils peuvent être transportés par le vent qui va passer au-dessus des haies, puis ils vont être déposés dans cette zone de protection des cultures. Et donc, la haie, en protégeant les vents, donc, peut favoriser les déplacements des prédateurs, des ravageurs des cultures, des pollinisateurs aussi. Donc, c'est des insectes qu'on aime qui peuvent contribuer à la productivité végétale. Et il y a des études qui ont montré aussi que la réduction du vent à la proximité des haies, mais souvent, va faciliter le vol de certains prédateurs, comme les chauves-souris ou certains oiseaux. C'est important de souligner aussi, évidemment, que les haies en elles-mêmes sont des habitats pour ces prédateurs-là, d'insectes qui sont nuisibles. Je vous donne l'exemple ici d'une étude qui a été réalisée par des collègues de l'Université de Guelph, en Ontario, dans un système agroforestier intercalaire. Et eux, en fait, ils ont mesuré l'abondance de différentes guildes d'insectes qu'on peut appeler des parasitoïdes. Donc, c'est des insectes, un groupe taxonomique qu'on aime, qui peuvent combattre finalement nos insectes qui sont nuisibles, comme les herbivores ici. On a des prédateurs aussi qui vont combattre les herbivores, des pollinisateurs que vous connaissez, les détritivores qui sont associés à la décomposition de la matière organique. Et donc, vous avez en gris, les barres en gris, c'est l'abondance de ces groupes taxonomiques-là dans le système avec les arbres. Et en noir, vous avez l'abondance dans des champs dépourvus d'arbres.
donc ce qu'on appelle ici la monoculture agricole. Et on est dans un contexte de grande culture, donc de rotation, maïs, soya, céréales, par exemple. Et ce qui est intéressant de noter, et donc là, on est dans un système assez mature avec des arbres d'une quinzaine d'années. Et les auteurs, les collègues, ont observé une abondance nettement supérieure des parasitoïdes, des pollinisateurs et des détritivores, donc des insectes qu'on aime voir dans nos champs, et une réduction significative des insectes nuisibles, donc des herbivores, dans le système agroforestier avec les arbres, comparativement à la monoculture. Donc, il y a vraiment des évidences scientifiques que d'amener de la vie dans les champs par la présence des arbres, mais ça peut contribuer à la lutte intégrée. Et puis, éventuellement, on peut même envisager une réduction de l'utilisation de certains insecticides, par exemple, parce qu'on a des arbres dans les champs. Dans la lutte aux ennemis des cultures, les haies peuvent aussi permettre de procéder à des applications qui sont plus efficaces des pesticides. Évidemment, puisqu'on réduit la vitesse des vents, donc on peut limiter la dérive des pesticides chez le voisin ou dans des parcelles voisines. Donc ça, c'est un élément aussi qui est intéressant à tenir en compte. Et la réduction de la vitesse du vent fait en sorte aussi que le nombre de jours où il est possible de procéder aux applications, c'est augmenté parce qu'on sait, on aime appliquer nos pesticides dans des jours où ce n'est pas trop venteux, mais comme on a des haies et qu'on réduit la vitesse du vent, donc on a une plus grande fenêtre où c'est possible d'appliquer nos herbicides, nos insecticides, nos fongicides. Parlons maintenant un peu de la pollinisation. Ça, c'est un autre avantage qui peut être apporté par les haies agroforestières. On sait, ça c'est bien documenté quand on regarde la littérature, on observe souvent beaucoup plus de pollinisateurs à proximité des haies. Il y a différents mécanismes qui peuvent expliquer cela. Et quand on parle de pollinisateurs, là, on peut parler autant des abeilles domestiques que nos pollinisateurs indigènes. Premièrement, les pollinisateurs peuvent bénéficier de l'humidité qui est accrue dans la zone de protection des cultures. Il y a moins de vent aussi, ce qui peut faciliter les déplacements. On a parlé de dérive de pesticides. C'est un autre élément qui est important à tenir en compte aussi. Comme on a moins de dérives, parce qu'on protège nos parcelles du vent, les taux d'intoxication sur nos pollinisateurs sont limités. Donc, ça, c'est un autre avantage. Et l'autre élément qui est important de souligner, c'est que nos conditions microclimatiques dans la zone de protection, ils peuvent permettre de prolonger la période de floraison, en particulier dans les vergers. Donc, ça peut avoir des impacts positifs sur la fructification, éventuellement sur les rendements de certains fruits, par exemple. Parlons d'irrigation maintenant. Il y a beaucoup de gens qui me disent, avec les changements climatiques, l'irrigation de certaines cultures est rendue nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Oui, c'est important d'irriguer, mais je voulais souligner qu'avec la présence de haies agroforestières, ça c'est bien documenté aussi, comme on a une meilleure conservation de l'eau dans les champs, mais on peut augmenter l'efficacité d'irrigation dans des systèmes d'irrigation par aspersion, par exemple. Les applications vont être plus précises, mieux réparties dans les zones cultivées, ce qui peut, en bout de piste, réduire les besoins en irrigation. Un petit chiffre concret d'une étude réalisée par des collègues en Australie où on a montré que des champs sans les haies étaient associés à une hausse significative de l'évapotranspiration et nécessitaient une irrigation jusqu'à 64% plus importante que les champs qui étaient protégés avec une haie. Donc, vraiment, on voit, ça a été mesuré par des chercheurs, qu'on a vraiment une meilleure conservation de l'eau dans les champs et qu'on peut diminuer les besoins en eau d'irrigation lorsqu'on plante des haies dans les champs.
On a parlé beaucoup de la productivité des cultures agricoles. Maintenant, il y en a qui peuvent se dire, est-ce que planter des arbres dans les champs, est-ce que ça pousse bien? Est-ce que c'est productif? Nos travaux à nous dans le laboratoire nous ont amené à conclure que oui, les arbres peuvent avoir une croissance qui est quand même phénoménale, importante lorsqu'on les plante dans les champs. D'abord parce qu'ils ont accès à beaucoup de conditions de lumière, ce qui n'est pas toujours le cas dans des plantations forestières où les densités sont plus élevées. Par exemple, il y a des collègues au Québec qui ont mesuré que des plantations de haies en bande riveraine de peupliers de 9 ans avaient un rendement jusqu'à 10 fois, un rendement en biomasse, là, 10 fois supérieur à celui qu'on peut retrouver dans des plantations forestières conventionnelles. Par contre, l'autre question qu'on se pose concerne la qualité des bois. Donc, est-ce que produire des arbres en milieu ouvert, est-ce qu'on produit du bois de qualité là-dedans ou est-ce que les arbres soumis aux effets du vent, c'est quoi ces effets-là? Donc, il y a très, très peu d'études pour répondre à ces questions-là. Moi, dans mes travaux de recherche, je me suis intéressé à voir c'est quoi l'impact de l'association étroite entre la culture agricole et les haies. Et je vous montre ici une petite photo d'un site expérimental au Québec où on a comparé l'impact d'une culture. Ici, on avait une culture céréalière, par exemple, sur un site. Évidemment, nos haies ici sont très, très rapprochées. On est dans un contexte expérimental, on voulait avoir des répétitions. Et on a des parcelles sans culture agricole, donc où les côtés adjacents à la haie étaient hercés plusieurs fois par année pour supprimer l'effet de la culture. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que sur les 2 sites qui ont été étudiés, Saint-Rémy et Saint-Édouard, nous avions une augmentation significative de la croissance en diamètre de nos arbres quelques années après l'association avec la culture, comparativement au traitement témoin sans la présence des cultures. Et nous, on pense donc que la fertilisation, par exemple, qui est dévolue à la culture, il y a toujours une partie qui est échappée par la culture. On peut penser aux nitrates qui sont très mobiles très mobiles dans les sols et qui échappent à la culture. Et ces éléments nutritifs-là, issus de la fertilisation, peuvent être récupérés par les racines profondes des arbres. Donc, il y a une certaine forme de fertilisation indirecte qui est apportée à l'arbre et c'est ce qui peut expliquer les gains de croissance qu'on peut observer des arbres grâce à la présence des cultures agricoles. Donc ça, c'est un élément qui m'apparaissait important aussi à vous préciser. Dans un autre projet de recherche, on s'est intéressé à regarder 5 ans après plantation, si on pouvait observer des défauts chez nos arbres, dépendamment des espèces. Donc, c'est ce que je montre sur la figure ici. Donc, on avait sur ce site-là des carriers ovales, des noyers noirs, différentes espèces de chênes, l'érable à sucre. Et ce qu'on a observé, c'est que les principaux défauts qu'on voit ici en noir, c'était des fourches, donc des branches qui vont pousser un peu ici comme celles qu'on peut voir en V, là. Et si on laisse aller ça, bien, ça va faire peut-être une cime là, très, très, très étalée et ça peut limiter le développement d'une baie de qualité pour le sciage, par exemple. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces défauts-là, cette fourche-là, elle peut être corrigée par des interventions de taille de formation, par exemple, pour former, comme on peut le voir ici, un arbre avec un fût qui est généralement droit et on va faire un élagage. Donc, vraiment pour limiter, pour former une baie de qualité. Et donc, tout ça, ça nous a amené à dire, si on ne fait pas de taille, ça va être plus difficile de former des arbres de qualité en milieu ouvert. Mais si on apporte les soins nécessaires, c'est possible chez une bonne proportion de nos arbres qui sont plantés dans nos haies agroforestières, de produire des arbres qui ont une certaine qualité. Ce ne sera pas tous les arbres avec lesquels on va pouvoir faire du sciage ou du déroulage, mais parmi ces individus-là,
il va sûrement avoir une bonne proportion pour lequel on va pouvoir tirer des bons revenus pour la production de bois. Vous dire aussi très rapidement que dans des haies, on peut produire beaucoup plus que des arbres pour la production de bois. Je mets des exemples où des agriculteurs au Québec associent les arbres avec des noisetiers, avec des espèces arbustives qui vont produire des petits fruits. Les arbres en eux-mêmes, les espèces, on peut choisir des espèces d'arbres à noix. Il y a un intérêt pour ça. Le noyer, il y a différents cultivars maintenant qui ont des très bons rendements en noix, de carrier aussi. Et au Québec, on a des producteurs agricoles qui vont planter des saules à croissance rapide en haies qui vont être récoltés à court terme. Donc, ces saules-là, on en fait des balles, puis ils sont utilisés dans un contexte plus de bioénergie, par exemple pour chauffer des serres. Donc, il y a une foule d'aménagements en haies qui sont envisageables et qui peuvent apporter aussi des revenus supplémentaires que ceux qui sont tirés de la récolte du bois. Il y a toute une foule de bénéfices écologiques aussi qui vont être apportés par les haies. Je pense que c'est important de souligner au-delà de la productivité végétale des arbres et des cultures. Par exemple, il y a des collègues aux États-Unis qui ont montré en comparant des haies agroforestières plantées sur le bord de cours d'eau. Ils ont comparé ça à des bandes riveraines composées de plantes herbacées, ce qu'on voit traditionnellement sur le bord des cours d'eau. Et ils ont mesuré que des haies qui comprenaient des chênes de 8 à 12 ans ont réduit de 35 % la perte de sédiments des sols comparativement à la bande riveraine herbacée. Donc, c'est un avantage qui est important à souligner. Dans nos travaux de recherche aussi, on s'est rendu compte, comme on le voit aussi sur cette figure conceptuelle, que les arbres vont développer des enracinements qui sont généralement beaucoup plus profonds que les enracinements des plantes agricoles. Et grâce à ce réseau racinaire profond-là, les arbres peuvent aller jouer un rôle environnemental important. Donc, ils peuvent, par exemple, comme on l'a montré dans certaines études, diminuer le lessivage de certains nutriments, comme les nitrates, de façon importante. Les arbres eux-mêmes aussi, ils peuvent piéger des quantités importantes d'autres éléments nutritifs que l'azote, le phosphore, mais je vous donne des chiffres concrets. Là. Ici, par exemple, des collègues au Québec ont mesuré que des bandes riveraines composées de peupliers hybrides à croissance rapide ont piégé 4 à 10 fois plus d'azote et 3 à 7 fois plus de phosphore que des bandes riveraines herbacées. Donc, c'est un effet très, très important et significatif. Ensuite, d'autres collègues en Ontario ont montré que des haies agroforestières peuvent contribuer à freiner la migration vers les cours d'eau de certaines bactéries qui sont dommageables pour la santé humaine, dont E. coli, par exemple. Et on peut aussi limiter, on peut intercepter certains résidus d'herbicides qui autrement seraient détournés vers des cours d'eau. Donc, c'est des avantages environnementaux qui sont importants à souligner. Les haies aussi, si on en implante beaucoup dans les paysages, si leur présence est judicieusement choisie, planifiée, bien, tout ça va contribuer à créer des corridors qui peuvent permettre les déplacements de la faune entre différents îlots ou massifs forestiers. Et donc, ça peut contribuer à améliorer la biodiversité dans les paysages agricoles de façon générale. On peut penser à plusieurs groupes taxonomiques, les plantes, les oiseaux, les amphibiens, les petits, les grands mammifères. Donc, c'est bon pour la plupart de ces groupes taxonomiques-là. Donc, l'idée, c'est de ramener de la vie dans nos paysages agricoles grâce à une introduction, la réintroduction de l'arbre, mais de façon stratégique pour que ça soit bien pensé aussi, et en ayant en tête aussi qu'on ne veut pas non plus limiter le potentiel agricole de nos terres agricoles. Un autre élément important à souligner, je parle beaucoup des haies, mais bien entendu, on voit souvent aussi dans les paysages agricoles des arbres qui sont isolés, comme on peut le voir sur la photo ici,
ou même des chicots, donc de vieux arbres qui sont morts. Et je pense que c'est important de conserver ces chicots et ces arbres isolés-là dans le paysage parce qu'ils jouent des rôles importants pour la biodiversité. Par exemple, ils vont offrir des sites de nidification, de guet, de repos, d'alimentation aux oiseaux. Et donc, je pense que j'insiste, mais c'est important de conserver ces éléments-là dans le paysage. Les haies aussi, l'agroforesterie peut contribuer de façon significative à la lutte au changement climatique. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans un de ses premiers rapports, a clairement montré, comme on peut le voir sur la figure ici, le grand potentiel de séquestration du carbone des systèmes agroforestiers, en particulier des haies agroforestières, comparativement à d'autres systèmes d'utilisation des terres. Je vous présente quelques données concrètes là, obtenues par des collègues au Québec ou en Ontario dans différents types de haies. Par exemple, dans une haie composée de peupliers de 9 ans, un collègue a mesuré que cette haie-là, elle séquestrait 18 fois plus de carbone qu'une haie composée seulement de plantes herbacées. On le sait, les arbres, c'est des espèces pérennes, donc c'est évident qu'ils vont emmagasiner dans leur tissu beaucoup plus de carbone qu'une plante herbacée qui va se décomposer à chaque année finalement. Un autre exemple, dans un système en Ontario, des collègues ont mesuré des contenus totaux en carbone jusqu'à 11 fois supérieurs à ceux qu'on peut observer dans des systèmes de grandes cultures en rotation. Donc, vraiment, des exemples, je pourrais en donner plein d'autres, où on démontre vraiment le grand potentiel de séquestration du carbone de ces haies-là. Il faut souligner aussi que le potentiel de séquestration est important non seulement dans les parties aériennes, dans les racines des arbres, mais dans les sols aussi. Et ça, je ne présente pas de données, mais ça, il faut garder ça en tête aussi. Les arbres aussi peuvent contribuer à limiter les émissions de certains gaz à effet de serre. Je vous donne l'exemple ici d'une étude qui a été réalisée au Québec où on a montré une réduction significative des émissions du protoxyde d'azote, donc qui est un puissant gaz à effet de serre, qui a un potentiel de réchauffement de l'ordre de 300 fois supérieur à celui du gaz carbonique. Et donc, les haies agroforestières dans les champs peuvent permettre une meilleure valorisation de l'azote, comme je l'ai mentionné précédemment. Et donc, en bout de piste, ça fait moins d'azote qui est retourné dans l'atmosphère sous forme de ce gaz à effet de serre-là. Les paysages, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je vous présente des figures. On voit à quel point d'implanter de façon stratégique des arbres dans les paysages, que ce soit par des alignements linéaires, que ce soit avec des alignements qui vont suivre les cours d'eau, dans des milieux ouverts, comme on peut le voir ici, ça embellit les paysages, ça peut contribuer à la beauté des paysages. Et je pense que les producteurs agricoles peuvent être fiers de contribuer à cette amélioration des paysages par la plantation des haies en milieu agricole. Il y a des collègues qui se sont intéressés à quantifier la valeur économique des différents services écologiques fournis par la plantation des arbres en milieu agricole. Je vous donne l'exemple ici d'une étude qui a été réalisée dans les prairies canadiennes par des collègues d'Agriculture Canada qui ont vraiment quantifié c'était quoi la valeur économique par des techniques d'économie écologique. C'était quoi la valeur économique des différents services écologiques? Je les mets ici, érosion des sols, amélioration de la qualité de l'air, gaz à effet de serre, etc. De la plantation des 520 millions d'arbres qui ont été plantés entre 1981 et 2001 dans les haies brise-vent, dans les prairies. Et vous voyez, là, ils ont estimé ça à plus de 140 millions de dollars en services rendus à la collectivité. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant, ça marque les esprits
Puis ça démontre qu'il y a une valeur économique qui peut être attachée à ces services qui sont souvent moins tangibles et dont on peut attribuer plus difficilement une valeur économique. Les haies agroforestières peuvent rendre des avantages économiques aux producteurs agricoles aussi. Il y a des collègues, par exemple, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, qui ont montré que le fait d'implanter des haies à proximité des bâtiments, bien, ça peut permettre de réduire les coûts de chauffage des bâtiments. Ici, on parlait de 10 à 27 de réduction des coûts de chauffage. Donc, ça, c'est intéressant. L'ombrage créé aussi par les haies plantées à proximité des bâtiments, mais ça peut réduire de façon importante la température. Donc, en bout de piste, on peut limiter les coûts de climatisation là, pour ceux qui font de la climatisation de bâtiments de façon importante. Donc, ça, c'est un autre avantage aussi des haies qui sont plantées à proximité des infrastructures. Les haies aussi, des collègues ont mesuré des diminutions importantes des bruits. Donc, c'est une source de pollution aussi, le bruit. Donc, la haie peut contribuer de façon importante à réduire les bruits. Les odeurs aussi. Il y a des collègues par des travaux de recherche qui ont vraiment montré des réductions, bon, par exemple ici de 35 à 56 de la masse de particules odorantes dans l'air en suspension dans la grande zone de protection des haies brise-vent. Donc ça, c'est un autre avantage qui est intéressant. Pardon. Et donc, nous voilà rendus à la conclusion. Il y a un certain nombre d'éléments que je veux qu'on retienne de ma présentation. D'abord, je pense qu'il faut démystifier cette question-là. Je pense que si des haies sont bien plantées, elles sont bien entretenues, bien conçues, c'est possible d'augmenter les rendements agricoles. Elles peuvent avoir un rendement positif sur la productivité agricole, tout en fournissant une foule de services écologiques, bien entendu. Et l'amélioration de ces rendements-là, selon ce que nous disent les travaux de recherche, bien, elle serait encore plus importante lors des étés plus stressants, des étés avec des sécheresses, par exemple. Donc, dans le contexte des changements climatiques, moi, je pense que c'est l'implantation des haies brise-vent devient de plus en plus une option qui est intéressante pour les producteurs agricoles pour s'adapter au changement climatique. Les arbres en milieu ouvert, je pense que je suis assez confortable pour dire que les arbres peuvent bien pousser. C'est sûr qu'on a besoin encore d'études pour mesurer vraiment la qualité des bois qui peuvent être produits en milieu ouvert. Mais je pense que de façon générale, je pense qu'on peut dire que les arbres poussent généralement bien. S'ils sont bien entretenus aussi, et là, ça soulève une autre question. L'entretien, c'est un autre enjeu. Et ça prendrait une autre conférence pour en parler, mais on pourra en parler à la période des questions. Moi, je pense qu'il faut penser à des modèles d'affaires qui vont permettre d'alléger la tâche des producteurs agricoles, de développer des programmes de soutien pour faciliter la vie des producteurs qui vont vouloir planter des haies chez eux et s'assurer que l'entretien soit bien fait par des experts, par exemple. L'autre élément que je veux qu'on retienne, c'est que les haies peuvent avoir un impact positif sur la productivité agricole, mais ils vont fournir une foule de services écologiques allant de la réduction d'érosion des sols, à la conservation de l'eau, de la biodiversité, la lutte au changement climatique, l'embellissement des paysages. Donc, c'est une foule de services qui sont rendus par les haies et par les producteurs agricoles qui vont planter ces haies-là. Et je pense qu'il faut avoir un débat aussi de société pour se dire, bien, nos producteurs agricoles, ils peuvent contribuer à fournir ces services-là, mais je pense que c'est important collectivement de se dire, on se doit de rétribuer nos producteurs agricoles, de les accompagner parce qu'ils fournissent ces services-là, et comme je l'ai montré, qui ont une valeur économique pour la société. Et ça, je pense que c'est un autre message qui est important de retenir et je suis ouvert à en discuter avec vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions.